Nous allons donc continuer à explorer les liens qui existent entre les applications linéaires et leurs matrices, et plus particulièrement ici, en parlant de l'inversibilité des matrices. Donc, dans la proposition 2.3.1, nous prenons E et F deux KEV de dimension finie, et nous allons nous intéresser à des isomorphismes entre E et F. Donc pour que E et F soient isomorphes, il faut déjà que les dimensions de E et de F soient égales. Donc ici, nous allons supposer que la dimension de E est égale à la dimension de F. De toute façon, dans la suite, nous allons faire la chose suivante. Nous prenons U, une application linéaire de E dans F, et nous allons nous intéresser à sa matrice, et en particulier à l'inversibilité de sa matrice, une fois que nous aurons fixé les bases. Pour que cette matrice soit inversible, là encore, il faudra au moins qu'elle soit carrée, et pour ça, à nouveau, il faut que la dimension de l'espace d'arrivée et de l'espace de départ soit égale. Fixons donc B une base de E, et C une base de F. Donc nous avons le résultat suivant. L'application linéaire U est bijective, c'est-à-dire inversible pour la loi rond, si et seulement si sa matrice de la base B dans la base C est inversible. Alors évidemment, pour une matrice, l'inversibilité c'est pour le produit. Donc, nous allons démontrer ça. Pour cela, je propose de le faire par double implication. Donc, premier sens, supposons que U est inversible pour la loi rond. Supposons donc qu'il existe une application V linéaire de F dans E, telle que U rond V soit égal à l'identité de F, et V rond U est égal à l'identité de E. Nous allons donner des noms aux matrices en jeu, donc nous allons appeler A la matrice de U de la base B dans la base C, et B la matrice de V de la base C dans la base B. Alors nous savons que la matrice identité, alors je n'ai pas donné de nom aux dimensions ici de E et de F, appelons-la N. Nous savons que la matrice identité d'ordre N, c'est la matrice de l'application identité, de l'identité donc de E par exemple, à condition de prendre la même base au départ et à l'arrivée. Donc si nous prenons la matrice de B dans B de l'application identité, c'est bien la matrice identité. Mais l'application identité de E, c'est aussi l'application V rond U. Et nous savons que la matrice de V rond U, de B dans B, c'est la matrice de V de C dans B, fois la matrice de B dans C de U. Donc c'est la matrice B fois A. Et de même, en inversant les rôles de U et V, de même, IN, c'est la matrice dans la base C de l'application identité de F, et c'est bien, si je développe de la même manière que précédemment, ce que je ne vais pas détailler là, c'est également A fois B. Donc A est inversible, et son inverse c'est bien B. Et nous remarquons la chose suivante, c'est que dans ce cas-là, donc si U est inversible, la matrice de U-1 de la base C dans la base B, c'est la matrice de U de B dans C, le tout moins 1. Autrement dit, l'inverse de la matrice, c'est la matrice de l'inverse. Il nous reste à voir l'implication réciproque, mais qui va se faire tout à fait de la même manière. Si A est inversible
fixons V, une application linéaire de F dans E, telle que la matrice de C dans B de V est égale à la matrice A-1. Et ça, les sections précédentes nous garantissent que ça existe. C'est possible. À chaque fois qu'une matrice qui a la bonne dimension est fixée, ainsi que des EV avec les bases, des bases dans ces EV, il existe une unique application linéaire dont la matrice dans ces bases est égale à la matrice fixée au départ. Donc ici, A-1 est une matrice d'ordre n, carré. F et E sont des EV fixés avec chacun une base C et une base B. Il existe donc une application linéaire petit v de F dans E, dont la matrice de C dans B est égale à A-1. Alors, si nous regardons la matrice de B dans B de l'application V rond U, alors on refait le même calcul, hein. C'est la matrice de C dans B de V fois la matrice de U de B dans C, donc c'est égal à A-1 fois A, c'est donc la matrice identité, et c'est donc la matrice de l'application identité de la base B dans la base B. Alors ici j'ai noté 2 fois, j'ai mis de la base B dans la base B, mais il est vrai que l'habitude c'est de ne pas répéter 2 fois la base ici, et d'écrire une seule fois la base B. Mais nous savons que lorsque deux applications ont la même matrice relativement aux mêmes bases, alors ces applications sont égales. De même, on montrerait exactement de la même manière que U rond V est égal à l'identité de F, et donc U est inversible et son inverse CV. Voilà donc pour cette première proposition. Alors, c'est une méthode, ce résultat nous donne une méthode pour inverser des matrices. Par exemple, imaginons que nous ayons la matrice grand A égale à, en colonne 4, 1, 3, 2, 0, moins 1, moins 1, 1, 2. Nous pouvons considérer l'application U qui va de R3 dans R3. Alors on introduit cette application, soit U de R3 dans R3, qui a un vecteur x, y, z, associe le vecteur 4x plus 2y moins z en première coordonnée, x plus z en deuxième coordonnée, et 3x moins y plus 2z en troisième coordonnée. Alors nous savons que U est l'application linéaire canoniquement associée à A. C'est-à-dire que si C est la base canonique de R3, grand A, c'est la matrice dans la base C, relativement à la base C, de l'application U. Donc, inverser grand A revient à inverser petit u. Or, nous savons inverser une application linéaire. Il nous suffit de prendre deux vecteurs de R3, et de résoudre le système U de x, y, z égale ABC. Donc nous avons un système, A est égal à 4x plus 2y moins z, B est égal à x plus z, et C égale 3x moins y plus 2z. Donc je vous fais grâce des calculs suivants, mais nous résolvons donc ce système linéaire à 3 équations et 3 inconnues, dont les inconnues sont x, y et z. Et nous arrivons à x égale 1/7 de a moins 3b plus 2c,
y égale 1/7 de a plus 11b moins 5c, et z égale 1/7 de moins a plus 10b moins 2c. Et donc, ceci est équivalent en écriture matricielle à x, y, z est égal à la matrice 1/7 de 1, 1, moins 1, moins 3, moins 11, 10, et 2, moins 5, moins 2, fois le vecteur ABC. Donc c'est nécessairement ici l'expression de u-1 que nous avons, et qui nous donne la matrice A-1. Donc A-1, c'est cette matrice-là. Voilà, donc ce n'est pas le seul algorithme pour inverser une matrice. Nous verrons d'ailleurs que l'algorithme du pivot de Gauss est souvent plus efficace que celui-ci, puisque si nous regardons un petit peu le détail des opérations, ici nous avons fait un pivot de Gauss uniquement sur les lignes pour résoudre ce système. Mais nous pouvons aussi inverser des matrices en effectuant des opérations sur les colonnes. Donc, et si nous présentons tout ça uniquement de manière matricielle dans un tableau, on fait l'économie des lettres x, y, z, a, b, c, et ça peut aller un peu plus vite. Mais cette méthode est une méthode de pivot de Gauss qui permet d'inverser une matrice. Alors, un corollaire important. Là encore, nous avons une nouvelle illustration du principe suivant. Si nous savons démontrer un certain résultat sur des applications linéaires, nous savons aussi le démontrer sur des matrices. Et inversement. Alors là, nous allons utiliser un résultat que nous connaissons sur les applications linéaires pour en déduire un résultat analogue sur les matrices. Alors avant de donner ce corollaire, nous pouvons rappeler justement le résultat sur les applications linéaires que nous allons utiliser. Si U est une application linéaire de E dans F, avec dimension de E égale dimension de F, alors nous avons équivalence entre trois phrases. Premièrement, U est un isomorphisme. Si et seulement si, donc seconde phrase, U est inversible à gauche. Ce que l'on peut écrire comme ça, il existe une application linéaire V de F dans E, telle que V rond U est égal à l'identité de E. Et cela est encore équivalent à la troisième phrase, numéro 3, U est inversible à droite. Ce qui revient à dire qu'il existe V, une application linéaire de F dans E, telle que U rond V, cette fois-ci, pardon, U rond V est égal à l'identité de F. Alors, nous savons par définition que la phrase numéro 1 est équivalente à la phrase numéro 2 et la phrase numéro 3, mais dans le cadre d'une application linéaire entre deux EV de même dimension finie, il suffit d'avoir l'inversibilité d'un côté pour avoir l'inversibilité tout court, ce qui est bien pratique puisque ça fait 2 fois moins de choses à vérifier. Alors, ce résultat se traduit avec des matrices, de la manière suivante. Soit A, une matrice carrée d'ordre n, alors la phrase numéro 1, A est inversible, est équivalente à la phrase numéro 2, A est inversible à gauche, c'est-à-dire qu'il existe une seconde matrice carrée B
tel que B fois A est égal à la matrice identité. Si et seulement si, donc, phrase numéro 3, A est inversible à droite. Bon, je ne le réécris pas, mais c'est évidemment, ça signifie qu'il existe une matrice carrée B telle que A fois B est égal à la matrice identité. Alors, démontrons ce résultat en utilisant celui que nous connaissons sur les matrices, sur les applications linéaires, pardon. Donc là encore, je vais le détailler avec différentes implications, mais qui se ressemblent toutes un petit peu. Alors, je ne ferai peut-être pas tout d'ailleurs. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 1, là encore, par définition, 1 est équivalent à 2 et 3, à la conjonction des phrases 2 et 3. Donc, pour montrer l'équivalence des 3 phrases, il suffit de montrer que la phrase numéro 2 implique la phrase numéro 1, et la phrase numéro 3 implique la phrase numéro 1. Une fois qu'on a ça, nous avons toutes les implications dans tous les sens que nous voulons, et donc ces 3 phrases sont équivalentes. Donc je ne vais traiter que la première implication, puisque la deuxième va se traiter exactement de la même manière. Démontrons que la phrase numéro 2 implique la première. Alors je vais encore rentrer dans le détail, mais on peut être un peu plus rapide. Posons E, l'espace vectoriel K puissance n. N'importe quel EV de dimension n conviendrait. Bon, autant prendre le plus simple, par exemple K puissance n. B, une base de E, n'importe laquelle. Par exemple la base canonique, mais n'importe quelle base fait l'affaire. Et U, un endomorphisme de E, dont la matrice dans la base B est égale à notre matrice A. Et là encore, nous savons que cet endomorphisme U existe. Maintenant, nous savons par hypothèse qu'il existe B, une matrice carrée telle que B fois A est égale à l'identité, et là encore, nous pouvons affirmer qu'il existe un endomorphisme V de E, dont la matrice relativement à la base B est égale à la matrice grand B. Donc la matrice identité, c'est la matrice B fois la matrice A, et donc c'est la matrice de B dans B de V rond U. Donc V rond U est égal à l'application identité de E. Par le même raisonnement que dans la démonstration du théorème précédent. Donc U est inversible à gauche. Elle est donc inversible, tout court, d'après notre rappel. Et d'ailleurs, l'inverse de U est nécessairement l'application V. Alors je ne l'ai pas réécrit dans le rappel, mais ça fait partie du cours des résultats que nous avons démontrés dans le chapitre sur les endomorphismes en dimension finie. Et donc en passant aux matrices, A est donc inversible, et son inverse, c'est la matrice B. Voilà, donc pour montrer qu'une matrice est inversible, à partir du moment où l'on sait qu'il existe une matrice B telle que A fois B est égale à l'identité, ou B fois A, n'importe lequel des deux, nous pouvons tout de suite affirmer que B est l'inverse de A, sans avoir besoin de vérifier le produit où nous aurions inversé l'ordre des deux termes. Donc ça, c'est ce qui relie l'inversibilité d'une matrice à l'inversibilité d'une application linéaire qui lui est associée. Nous avons aussi qu'à une matrice, nous pouvons associer une famille de vecteurs, et inversement. Et donc il y a également un lien entre l'inversibilité d'une matrice carrée et une famille de vecteurs qui serait représentée par cette matrice en question. Et ceci nous amène au résultat du corollaire de 3,5.
Donc là encore, nous allons fixer toujours les mêmes objets, hein. Soit E un K-espace vectoriel de dimension n, B une base de E, et V1, Vn une famille de vecteurs de E. Alors, nous avons ce résultat. La famille V1, Vn est une base de E. Si et seulement si, sa matrice dans la base B est inversible. Alors démontrons ce résultat. C'est un corollaire toujours du théorème précédent. Nous allons repasser par des applications linéaires. Donc, pour cela, il va être utile d'introduire l'endomorphisme de E, que nous appellerons U, dont la matrice dans la base B est justement égale à la matrice de la famille V1Vn dans la base B. Donc notons grand M, la matrice de la famille V1Vn dans la base B, et U, un endomorphisme de E, tel que la matrice de U relativement à la base B est aussi égale à la matrice M. Une même matrice peut représenter une application linéaire, mais aussi une famille de vecteurs. Donc, dire que la matrice de U dans la base B c'est M, alors si l'on écrit, si l'on donne un nom aux différents vecteurs de la base B, dire que la matrice de U dans la base B est égale à M implique, par définition de ce qu'est la matrice d'un endomorphisme, implique que pour tout J de 1 à N, U du vecteur numéro J de la base de départ est égal au vecteur qui est contenu dans la Jm colonne de M, c'est-à-dire ici le vecteur Vj. D'accord ? Donc, nous pouvons là encore raisonner par double implication, même s'il est probable qu'on puisse le faire directement par équivalence. Si U est bijective, nous savons que l'image d'une base par une application bijective est une base. On peut le détailler en disant que alors le rang de U est égal à la dimension de l'espace d'arrivée, donc à n. Or ici, le rang de U, c'est la dimension de l'image de U. Donc, c'est la dimension de vect de U de E1 jusqu'à U de En. Et nous avons vu que ces vecteurs, ce sont les vecteurs V1 jusqu'à Vn. Et tout ça doit être égal à n. Donc, alors je vais juste inclure ici. Donc, n est égal au rang de U est égal à tout ça. Donc nécessairement, vect de V1Vn est égal à tout l'ensemble d'arrivées E. Donc V1Vn est génératrice. Et comme elle comporte le même nombre de vecteurs que la dimension de E, c'est une base. Donc c'est une base de E, par considération de son cardinal. Bon, l'implication réciproque est du même tabac. Si V1Vn est une base, on fait le calcul exactement dans l'autre sens, hein. Alors n est égal au rang de la famille V1Vn. Dans les lignes précédentes, j'ai parlé de dîme de vect
de V1Vn, mais en général, il est plus simple d'appeler cela rang de V1Vn. Hein, c'est l'appellation usuelle. Donc n est ici égal au rang de V1Vn, puisque V1Vn est une base. Mais V1Vn, comme nous l'avons dit, c'est U de E1 jusqu'à U de En, et par le même argument que tout à l'heure, ceci c'est le rang de U. Donc U est surjective, et donc elle est bijective, puisque nous sommes en dimension finie et que c'est un endomorphisme. Car il s'agit d'un endomorphisme en dimension finie. Voilà pour ce corollaire 2,3,5. Alors, cela nous permet de, par exemple, de remarquer que si les vecteurs les vecteurs colonnes d'une matrice sont liés, alors la matrice ne peut pas être inversible. Remarque, s'il y a une relation de dépendance entre les colonnes d'une matrice, alors la famille de vecteurs représentés par cette matrice, donc on va tout simplement parler de la famille des colonnes, hein. La famille des colonnes, je l'écris comme ça. Alors la famille des vecteurs colonnes de cette matrice est liée. Et donc ce n'est pas une base. Donc la matrice n'est pas inversible. Par exemple, si nous prenons la matrice 1, moins 2, 0, moins 3, 1, 2, et la matrice 1, moins 3, 2, nous remarquons, alors si nous donnons des noms à ces colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3, nous remarquons que 2 fois la colonne 1 plus la colonne 2 est égale à la colonne 3, donc la matrice, si nous l'appelons M, donc M n'est pas inversible. Il faudrait mettre un moins 1 ici. Voilà.